Bon, eh bien, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer. Je suis Xavier Hortz, le CEO du groupe Aremis, et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire consacré à la gestion du changement dans la mise en œuvre durable du travail hybride, du travail digital. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans l'écran de chat qui se trouve à droite de votre écran. Et vous aurez un meilleur confort visuel en passant en plein écran, en cliquant sur la double croix qui se trouve également en bas à droite de votre écran. Alors, je suis aujourd'hui avec Christine Castoun, en face de moi, et Anne Sabelos à ma droite. Merci à tous les deux. Christine est responsable de la gestion des talents chez Aremis, mais aussi consultante en change management. Elle a un background en psychologie et en gestion. Et grâce à son parcours chez Accenture en un premier temps et chez AXA Belgium ensuite, Christine a pratiqué le travail hybride comme utilisatrice et comme accompagnatrice, et ça depuis plus de 10 ans. Elle est spécialiste en change management et donc elle va nous donner les éléments de méthode pour réussir la transition vers le travail hybride, donc dans sa version post-Covid, sa version durable. Anne Sabelos fait partie de l'écosystème de talents animé par Aremis. Il a un background en psychologie industrielle et organisationnelle. Il exerce principalement comme consultant en change management. Nous avons travaillé ensemble sur des projets d'environnement de travail flexible et de travail hybride depuis 2008. Et donc, on a deux acteurs privilégiés du changement vers le travail hybride, puisqu'ils bénéficient tous les deux d'un vrai recul, d'une longue expérience par rapport à notre problématique, qui est pourtant une problématique très récente pour la plupart des organisations. Alors, avant de leur céder la parole, je vais faire une très rapide présentation du groupe Aremis. La mission d'Aremis, c'est d'accompagner les organisations dans la conception, la mise en œuvre et la gestion, y compris la gestion courante, du meilleur environnement de travail, c'est-à-dire un environnement de travail efficace et attrayant. Attrayant, c'est particulièrement important aujourd'hui parce qu'on a du mal à faire revenir les employés au bureau. En tout cas, c'est ce que nos clients nous disent. Et également, c'est important dans un contexte de guerre des talents où l'environnement de travail peut jouer un rôle essentiel dans l'attractivité de l'entreprise, dans la motivation des employés et donc dans la rétention. Alors, Aremis s'est implanté en Belgique, en France, à Luxembourg, en Suisse, à Lausanne et à Zurich, et depuis peu à Francfort. Et on a une équipe aujourd'hui qui est de 140 talents, mais c'est en fait un processus en cours puisqu'on est en bonne croissance. On devrait terminer l'année avec plutôt 160 consultants. Nos activités sont organisées en 3 pôles de compétences. Le pôle data et solutions digitales, où nous sommes dans un rôle d'intégrateur de solutions. Nous travaillons avec des systèmes d'information qui sont les plateformes phares et leaders mondiales de leur domaine, que ce soit Yardi pour les investisseurs immobiliers ou Archibus et iOffice notamment pour tout ce qui est gestion dans le chef plutôt de l'occupant de l'environnement de travail. On travaille aussi avec beaucoup d'autres technologies qui gravitent autour de cette industrie, que ce soit le BIM, que ce soit l'IoT, que ce soit tout ce qui est business intelligence, bien entendu. Le deuxième pôle de compétences qu'on appelle Workspace est tourné vraiment vers la stratégie Workplace et sa mise en œuvre avec des étapes, au-delà de la stratégie, des étapes de programmation, de design, de pilotage de travaux et bien entendu en parallèle d'accompagnement au changement vers les nouveaux modes et les nouveaux environnements de travail. Le troisième pôle, Facility Management, est celui dans lequel nous sommes consultants et assistants à maîtrise d'ouvrage pour tous les sujets qui ont trait au service au bâtiment, service aux occupants, pilotage de contrat. Alors, je rappelle que ce webinaire fait partie d'une série consacrée à la transition vers le travail hybride. Les trois webinaires précédents ont porté pour le premier sur la gestion des données dont vous devez disposer pour réussir la transition vers le travail hybride. Un deuxième webinaire a eu lieu et est consacré à la recomposition des espaces pour pouvoir
s'adapter, adresser les nouveaux modes de fonctionnement, les nouvelles méthodes de travail au bureau. Et le troisième webinaire a été consacré à l'organisation du temps et des espaces lorsque les équipes reviennent au bureau, comment coordonner, comment mobiliser et comment, dans le chef d'un patron d'équipe, organiser le travail de ces équipes au bureau, à la maison, etc. Alors, ces trois webinaires sont disponibles en replay. Je pense qu'on va vous mettre les coordonnées du replay dans le chat. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va vous soumettre un sondage pour comprendre quelle est votre perception de la transition vers le travail hybride. Vous pouvez, pour accéder à ce sondage, donc vous connecter soit avec votre PC, soit avec votre smartphone sur menti.com. Et là, vous allez introduire le code qui apparaît à l'écran, le 2730 02 40. Alors, j'insiste sur le fait que le sondage est anonyme. La plateforme ne permet absolument pas d'identifier qui répond quoi. Donc, vous êtes totalement libre d'exprimer vos impressions et surtout la situation telle que vous la percevez dans votre organisation aujourd'hui. Vous pourrez avoir accès aux résultats, je pense que c'est simplement en renseignant votre adresse mail à la fin du sondage ou tout simplement en nous faisant la demande par la suite. Alors, je vais vous partager l'écran de l'application Menti. J'imagine que vous êtes déjà connecté. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore les coordonnées qui apparaissent en haut de l'écran. Et la première question, il y en a 3, donc ce sera relativement rapide. La première question est, selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire dans la mise en place du travail hybride? On a fait 6 propositions pour lesquelles on vous demande de donner un niveau de priorité. Alors là, elles sont triées un peu de manière, je dirais, non prioritaire dans d'autres chefs. On va voir comment tout ça apparaît. Donc la première dimension, c'est la politique de télétravail clairement établie. Donc ça veut dire mettre en place un nombre de jours, définir un nombre de jours, potentiellement définir quand les gens doivent venir au bureau, quand ils doivent travailler chez eux, définir des systèmes de compensation pour les frais à domicile, etc. Le deuxième axe, c'est l'aménagement des espaces de travail adéquats, des nouveaux espaces de travail au bureau, l'organisation des présences au bureau pour éviter que tout le monde se retrouve au bureau le mardi et le jeudi en surchauffe avec des bureaux vides, par exemple, le vendredi. Le sujet des nouvelles pratiques et postures managériales. Il est évident qu'on ne gère pas à distance et en hybride comme on pouvait gérer en supervision visuelle, je dirais, quand tout le monde était au bureau. Est-ce que c'est simplement aussi une application sexy sur votre smartphone pour pouvoir réserver des espaces, des services, interagir, localiser un collègue, etc. Et finalement, les outils de collaboration, on pense à Teams, Zoom, Mural, Klaxoon, toutes les solutions qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché et qui n'arrêtent pas de se compléter et de s'enrichir pour faciliter la collaboration à distance. Et donc, on voit vos votes qui arrivent ici au fil de l'eau. Je vous laisse encore quelques secondes, on va dire 30 secondes, pour donner votre opinion. Et on va donner 30 secondes. On coupera plus tôt parce qu'il a ajouté les 30 à la minute. Mais je vous laisse voter. Les votes continuent à entrer. Et donc, vous pouvez observer sur l'écran, c'est que vous avez non seulement la moyenne, bien entendu, qui apparaît avec la petite boule et le nombre qui lui correspond, mais vous voyez aussi si l'échantillon est très dispersé ou très centré. Donc on peut voir si l'ensemble des répondants sont plutôt d'accord ou très dispersés dans leurs réponses. Encore quelques secondes avant de passer à une deuxième question. On enchaîne, on passe à la deuxième question. Et donc, elle est assez proche de la première, simplement, elle porte sur votre organisation, au-delà de ce qui vous semble être prioritaire dans votre organisation ou l'organisation de votre client principal.
quel est l'état d'avancement de chacun de ces sujets aujourd'hui dans la transition vers le travail hybride, donc dans votre entreprise, dans votre organisation. On va se donner une minute. Donc on voit que la politique de travail clairement établie est quelque chose qui a l'air aujourd'hui bien en route, un peu, je dirais, sans surprise. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est le retard sur les outils de collaboration, puisque on peut considérer que bon nombre d'entreprises ont rapidement adopté probablement des solutions un peu sommaires, solutions de base comme Teams et Zoom, etc., pour collaborer. Après, c'est pas encore nécessairement très sophistiqué comme outil d'interaction. Et on voit qu'en dernière position, on a les applications sexy pour réserver des espaces et des services. Le reste, ça fait encore un peu concurrence, mais la politique de travail clairement établie est certainement en tête. Alors, on pourra revenir sur l'écart entre ce qui vous semble prioritaire et ce qui a été réellement mis en œuvre dans votre organisation. Je vous invite à passer maintenant à la troisième question, qui est, selon vous, quels sont les facteurs clés de succès pour la réussite de la transition vers le travail hybride? Et là, on aura un nuage de mots qui va apparaître et qui va vous permettre de partager vos opinions. Vous pouvez répondre, je pense, avec trois jeux de mots principalement. On a encore quelques secondes. On a des tendances assez précises qui se manifestent. Et particulièrement intéressant de constater que ce qui vient au premier plan, c'est des éléments d'état d'esprit, d'organisation, de communication. C'est en gros principalement des soft skills, ce n'est pas spécialement des aménagements, ce n'est pas des horaires, etc. On va plutôt parler de disposition. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'apprivoise, qui se met en place progressivement. Et merci à tous pour vos contributions. Donc, ceci sera disponible. Je pense que si vous alimentez, vous complétez votre adresse mail à la fin du sondage ou simplement faites-en nous la demande. Avant de passer la parole à Christine, je voudrais juste signaler que nous sommes très honorés de la présence de pas mal de confrères et consoeurs en change management à ce webinaire. Alors, on les remercie et on sait qu'on peut compter sur leur conscience éthique pour ne pas faire un mauvais usage de tout ce qui va être partagé aujourd'hui par Christine et par Hans. Christine, donc maintenant je me tourne vers toi pour
voilà, avoir un point à la fois sur le contexte, mais surtout tous les bons éléments de méthode et de démarche à enclencher pour la réussite de cette transition vers le travail hybride. Merci Xavier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les entreprises doivent relever un certain nombre de challenges. La première n'est pas une surprise, puisqu'elles doivent faire face à une transition digitale. On vit dans un monde de plus en plus digitalisé. Elles doivent également se doter de méthodologies de gestion de type projet agile, qui requièrent beaucoup de collaboration, beaucoup de communication au sein des équipes et entre les équipes. Et j'ai envie de dire paradoxalement, elles mettent en place le travail hybride. Pourquoi paradoxalement? Parce que justement, le travail hybride enclenche une distanciation physique. Et donc, ce monde hybride a été initié avant la crise pour certaines entreprises, mais c'est devenu une évidence, un impératif pour toutes les autres depuis celle-ci. J'aimerais préciser que le travail hybride, c'est plus que simplement travailler 2 jours à la maison et 3 jours au bureau. C'est vraiment repenser la manière de travailler en lieu et temps, en trouvant un équilibre entre les objectifs collectifs et les besoins individuels. Pour finir, si les entreprises veulent rester compétitives, si elles veulent continuer à attirer les talents, les garder, les engager, elles se doivent de mettre de plus en plus le collaborateur au centre. Et donc, de surcroît, elles doivent composer avec les différents types de métiers qui la composent, mais également avec toutes les typologies de profils que l'on peut rencontrer. Et donc, ces différents types de métiers et ces différents types de profils ont des besoins différents et il faut composer avec ça. Tous ces enjeux ont un impact sur l'environnement de travail de manière générale. Cela amène à devoir mettre en place des outils digitaux, que ce soit des outils digitaux de type workplace ou collaboration, revoir les espaces de travail, repenser les modes de collaboration et certains rôles et responsabilités, transformer la manière de diriger, de gérer, et puis gérer la politique de travail hybride et revoir certains process de ressources humaines. Mais comment? Comment s'assurer de la bonne utilisation des outils digitaux? On s'est déjà tous retrouvés dans ce genre de situation où on nous donne un outil et puis finalement on ne sait pas comment l'utiliser, ni quand l'utiliser ou l'utiliser pleinement. Et donc investir dans des outils digitaux si on ne sait pas comment faire, c'est un peu de l'argent que l'on jette par la fenêtre. Donc il faut s'assurer que les collaborateurs les utilisent correctement et comprennent pourquoi les utiliser. En ce qui concerne les espaces de travail, donc comment faire pour repenser les espaces de travail pour qu'ils correspondent aux besoins, comme je l'ai dit, des différents types de profils qui composent une entreprise, qui ont des besoins différents. Donc comment faire pour que les espaces de travail correspondent à ces besoins? Je pense par exemple dans beaucoup d'entreprises, il y a des salles de réunion de 25 personnes qui en fait ne sont en général remplies qu'à moitié, ou alors des espaces complètement ouverts pour des profils de personnes qui sont toujours au téléphone. Donc vraiment, comment faire pour repenser ces espaces pour qu'ils soient adéquats pour toutes les typologies de profils que nous avons. Et plus que ça, c'est comment repenser les espaces, mais pour qu'ils soient bien utilisés. Je prends l'exemple de bureaux qui sont non dédiés, mais que finalement, les gens viennent, déposent leurs affaires, ou les directeurs, quelquefois, qui n'ont plus d'espace dédié, mais finalement, ils demandent à leurs assistantes de les réserver pour la journée. Donc, comment faire pour s'assurer qu'ils soient bien utilisés comme c'est requis? Alors, collaborer avec une équipe en présentiel ne se fait pas du tout de la même manière que collaborer avec une équipe à distance ou collaborer avec une équipe qui est partiellement à distance et partiellement en présentiel. Quand on est tous il y a sans doute une perte de contact, perte d'informations, des choses qui se faisaient de manière naturelle quand on était tous ensemble et qui ne l'est plus du tout avec la distanciation. Et donc,
il est important de repenser et de mettre en place toute une série d'actions pour bien collaborer, pour collaborer au mieux. Je pense à la mise en place d'une charte collective d'équipe. Je pense à la mise en place de pratiques de création de liens, de communication avec des techniques agile, des rituels qu'on peut mettre en place. Aussi, repenser les activités que l'on fait au bureau. Ça ne sert à rien de venir au bureau si c'est pour faire exactement les mêmes activités que celles qu'on fait à la maison. Ça ne va certainement pas motiver les personnes à revenir. Donc, c'est repenser également les activités pour que, quand on vient au bureau, que ce soit des activités plus de type collaboratif. Alors, il y a une complexité qui peut venir s'ajouter à ça lorsqu'on diminue l'espace. Donc là, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un espace qui est moindre, et là, il faudra peut-être penser à mettre en place des floor agreements, comme on appelle ça, c'est-à-dire que les managers entre eux doivent s'accorder pour qui vient à quel moment, puisqu'ils partagent un espace à des moments différents de la semaine. De nouveaux rôles vont émerger. Je pense à celui du Happiness Manager, par exemple, ou du Workspace Manager, qui est un peu un chef d'orchestre des espaces de travail. Et puis alors, il y a des rôles qui évoluent, comme celui du People Manager. On en a déjà parlé. Donc, il doit être beaucoup moins dans l'expertise et l'opérationnel, et beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le coaching et dans l'animation d'équipe. Mais ça veut dire également qu'il va prendre beaucoup plus de temps sur ces activités-là, et que donc, du coup, les activités opérationnelles vont devoir être réallouées à d'autres personnes. Donc, il s'agit aussi de repenser à l'allocation des activités sur les différentes personnes qui composent une équipe. Et puis, se poser également la question, est-ce que nous avons encore les bonnes personnes aux bons endroits? Il va être clé de repenser et de mener une réflexion sur l'expérience collaborateur. Donc, comment faire pour attirer de nouveaux collaborateurs, surtout quand on fait face à une guerre de talents? Comment faire pour assurer un sentiment d'appartenance malgré la distance? Comment intégrer des nouvelles personnes dans une équipe? Le week-end dernier, j'ai été promener, j'avais 2 personnes qui étaient derrière moi et qui parlaient en fait qu'ils avaient eu un certain nombre de nouveaux engagés dans l'année et qui avaient déjà tous donné leur démission. Donc, c'est vraiment important de repenser finalement l'intégration de ces nouvelles personnes. Donc voilà, il y a toute une série, en fait, vraiment une réflexion à mener sur l'expérience collaborateur. Nous avons parlé des rôles et responsabilités du manager qui changent, et là, c'était plus en termes de, j'ai envie de dire, de savoir-faire. Et ici, c'est se poser la question, comment est-ce qu'on passe à une culture de confiance et de collaboration? Comment est-ce qu'on fait pour que les managers acquièrent la capacité de cadrer, d'écouter, de créer la confiance dans leur équipe, la capacité à faire émerger l'intelligence collective, la capacité à chercher de nouvelles solutions technologiques? Donc, comment faire pour que le manager comprenne cette importance de bien connaître ses collaborateurs, qu'il ait conscience que son équipe est constituée de personnes avec des profils différents, dotés d'attentes différentes, de besoins et de motivations différentes? Comment faire en sorte pour qu'ils soient armés pour trouver l'équilibre entre les objectifs de l'entreprise, parce que les objectifs de l'entreprise restent bien évidemment, les objectifs de l'équipe et les besoins individuels? Donc, comment faire? En accompagnant ces changements. Il ne suffit pas simplement de décider de changer, il est important de les accompagner. Et ces changements peuvent être d'ordre opérationnel, donc le plus prévisible, c'est quand on parle d'outils digitaux par exemple, ou d'ordre plutôt organisationnel. Ici, on peut réorganiser un certain nombre d'activités, on questionne la manière de collaborer, on met en place des pratiques collaboratives, ou plutôt ce que j'appelle des changements transformationnels. Et là, on est vraiment dans de l'ordre de l'imprévisible. Et ici, on touche vraiment à l'intériorité des gens. Donc c'est plus difficile à mettre en place parce que c'est vraiment une transformation intérieure. Ce qui touche un peu à l'ego, ça peut toucher aux croyances, au vécu des personnes. Et donc là, on est plus dans la transformation d'un savoir-être qui est un peu plus complexe. Ce qui rejoint les facteurs clés de succès qui ont été identifiés dans le sondage qu'on vient de faire. Tout à fait.
Et donc, il est important d'accompagner ce changement, mais également de se baser sur des données, des enquêtes, pas dans cet esprit de contrôle, mais vraiment pour savoir et pour s'adapter, s'ajuster en fonction. Alors, quand je dis accompagner le changement, ça veut dire quoi? En fait, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui vont évidemment être différents en fonction du type de changement que l'on doit apporter. Et donc, c'est un ensemble d'actions qui visent à accompagner un projet, une transformation au sein d'une entreprise. Donc, on mène les collaborateurs et par extension l'organisation d'un état A à un état B qui est plus ou moins prévisible. Donc, la conduite changement permet d'accompagner les collaborateurs afin de les sensibiliser aux raisons du changement, on parle du why, afin qu'ils ressentent le désir de s'engager, de participer, de supporter le changement, afin qu'ils aient la connaissance de comment changer, afin qu'ils aient la capacité à appliquer les compétences, les attitudes et les comportements requis, et afin de consolider, renforcer l'adoption des nouveaux usages et de soutenir le changement dans le temps. Alors, il est évident qu'ici, un ordre un peu... c'est important que les gens comprennent, sachent pourquoi ils changent et qu'ils aient le désir de changer afin de pouvoir avoir la capacité. Donc, il y a quand même un petit ordre chronologique à suivre. Alors ici, on a pris l'exemple du modèle ADKAR qui est assez communément utilisé dans les entreprises. Il y en a d'autres, mais j'aime bien me baser sur celui-là. Alors, comment accompagner le changement dans les faits? Donc, on se retrouve aujourd'hui sur le marché avec des entreprises qui ont une maturité très différente par rapport à ces différents éléments, mais qui ont aussi des besoins très différents de par la nature de leurs services et de leurs produits par rapport à ces différents éléments. Et donc, ils vont les adresser de manière différente, à un rythme différent. Donc, avant toute chose, ça va être important de comprendre où en est l'entreprise aujourd'hui, comprendre quel est son niveau d'ambition, puis quels sont les moyens qu'elle se donne pour y arriver, et donc trouver l'équilibre entre tous ces différents éléments et mettre des priorités. Donc, on diagnostique la situation, on définit l'ambition, on fait une petite analyse d'impact, on planifie les activités et les ressources, et évidemment, on engage et on gère les key stakeholders. Ensuite, on met en œuvre, on prépare les actions, on définit lors du cadrage et du recadrage, et on les met en œuvre. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de mesurer et d'évaluer, donc collecter les données et les informations, analyser les gaps et mettre en avant les résistances. Et puis on repasse, c'est une boucle que l'on fait. Donc on recadre et on recommence. Donc avant, on était habitué à prendre le temps d'étudier, d'analyser, de discuter, de comparer, etc., avec une bonne dose de maîtrise de l'environnement qui nous entoure. Et donc, on travaillait plus de manière linéaire. Et donc, aujourd'hui, on travaille de manière beaucoup plus circulaire. Donc, je vous ai parlé des enjeux, de tout ce que l'on peut adresser. J'ai dressé un cadre méthodologique par rapport à tous ces enjeux, en espérant que vous avez compris qu'il n'existe pas une manière de faire. Et donc, cela dépend vraiment de l'environnement dans lequel on se trouve. Et je vais passer la parole à mon collègue Hans, qui lui va entrer un peu plus dans des exemples concrets de ce qu'on a fait chez certains clients. Merci Christine d'avoir introduit tous ces concepts. C'est toujours effectivement bien d'avoir un petit cadre et un peu de théorie derrière ce qu'on est en train de faire. Dans ma partie, je voudrais plutôt faire place à des exemples concrets. Ce sont des outils que nous avons utilisés dans la pratique avec différents clients. Chaque projet de changement, comme tu le disais, est tout à fait unique et donc je vais essayer d'inclure le contexte de chaque projet pour un peu comprendre quels sont les défis spécifiques de ce client. Ce premier exemple que vous voyez maintenant sur l'écran provient d'un client du secteur de la recherche et développement. Ils ont plus ou moins 4000 employés et leur défi était d'introduire le travail par activité, donc le activity-based working, en même temps que le travail hybride. Ils agissaient également d'une rénovation complète de leur campus avec plus de 5 bâtiments sur un même campus. Donc, c'était quand même un énorme défi
pour cette organisation. C'est pourquoi vous voyez aussi que le plan d'accompagnement ici sur l'écran est plutôt vaste. Avec cet exemple, je voudrais donner quelques exemples d'actions concrètes sur chacune des dimensions du modèle ADKAR que tu viens de présenter. Comme vous pouvez le constater, les phases du projet, et je vais les mettre vite à l'écran, les phases du projet ne sont pas du tout linéaires comme il le semblait au début quand Christine l'a présenté. Nous passons régulièrement d'un niveau à l'autre pour nous assurer que tout le monde est inclus dans le changement, que tout le monde est effectivement à le changement. Dans cet exemple, nous planifions différentes actions pour différentes parties prenantes. Donc, vous voyez, on a des actions pour les head of department, donc les directeurs, pour les team leaders, pour les personnes dans les équipes. Et donc, parce que chaque niveau a quand même des besoins assez spécifiques dans un accompagnement de changement. Et donc, maintenant, je voudrais juste prendre quelques exemples pour un peu donner un exemple de qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer, par exemple, pour commencer de l'awareness. Au niveau de la prise de conscience, nous voyons l'action du contrôle de l'ambition au niveau du conseil d'administration. Ici, ce qu'on fait, c'est d'évaluer les attentes spécifiques de chaque directeur afin d'être en mesure d'ajuster la transformation aux besoins exacts de la département si nécessaire. Pour les employés, ce que vous voyez dans la colonne Teams, nous organisons généralement des kick-offs pour leur faire comprendre les raisons pour lesquelles on est en train de changer et qu'est-ce qui va se passer exactement, quels seront les énormes changements qui sont devant eux. Au niveau du desire, les actions principalement sont à mettre en évidence la situation future souhaitée et la différence avec la situation actuelle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Nous faisons par exemple une évaluation de la préparation au changement, le Readiness Assessment, qui est une enquête pour évaluer où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et vers où est-ce qu'ils pourraient aller dans le futur. Donc là, c'est important pour eux de comprendre, tiens, on n'est pas nécessairement tout bon aujourd'hui et la situation pourrait être mieux dans le futur. Changement. Oups, on a un petit écho. Puis au niveau du knowledge, voilà, c'est résolu, je pense. Puis au niveau du knowledge, pour mieux faire connaître le changement, nous travaillons par exemple avec un jeu Activity-Based Working. Je reviendrai sur ce point dans la prochaine slide pour vous donner un exemple un peu plus concret. Puis au niveau du ability, donc les compétences, on travaille avec des formations, des coachings pour affiner les compétences générales, les personal skills pour aider les gens à se développer. Pour les managers, par exemple, il s'agit souvent de la gestion à distance. Et là, je reviendrai également sur ce point dans un prochain slide. Les compétences qu'on développe souvent pour les employés sont, par exemple, le fait de donner et recevoir du feedback, comment mener des réunions efficaces à distance et comment gérer de manière effective son temps ou son énergie personnelle. Et puis, une phase, et je vais le mettre sur l'écran, une phase qui est encore souvent sautée ou même oubliée, c'est le renforcement. Dans une transformation, en fait, pour moi, la transformation ne commence réellement que lorsque les personnes se trouvent dans la nouvelle situation. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à cette phase dans les programmes que j'accompagne. C'est important de continuer à apprendre pendant ces changements majeurs. Et donc, l'échec et l'adaptation en font partie intégrante parce que tout ne va pas se passer comme on voulait ou comme on aurait voulu. Et donc, c'est important de pouvoir s'adapter au moment même et de s'ajuster au moment où c'est important. Et donc, d'abord, je voudrais consacrer un peu de temps à un facteur très important dans la gestion du changement, c'est les alliés qu'on a sur le terrain, c'est les ambassadeurs. Voilà. Le rôle des ambassadeurs dans un projet de changement était essentiel.
Les ambassadeurs vous donnent une caisse de résonance, mais surtout, ils sont en contact permanent avec les personnes qui sont affectées par les changements. Il est important de soutenir et de former les ambassadeurs dans leur rôle parce qu'ils sont vraiment vos alliés sur le terrain. Vis-à-vis de leurs collègues, les rôles des ambassadeurs sont quand même multiples et j'aimerais en souligner quelques-uns. Le premier rôle de l'ambassadeur, c'est écouter. Les ambassadeurs sont les yeux et les oreilles de l'équipe de projet sur le terrain et leur rôle est d'être présent, disponible pour leurs collègues sur le terrain. En cas de questions, de préoccupations, ils sont les premiers points de contact pour leurs collègues. Deuxième rôle, c'est de comprendre les vraies résistances et les besoins sur le terrain. Les attentes et les besoins sont souvent désignés comme des problèmes. Donc, ils sont remontés comme un problème et c'est le rôle de l'ambassadeur à ce moment de creuser plus profondément que ce qui est sur la surface, de révéler les vrais problèmes et de transmettre à l'équipe de projet si c'est nécessaire. Ils font en fait la distinction entre la résistance au changement et les vrais, réels problèmes sur le terrain. Et donc, c'est de comprendre et d'aller un peu plus profond que juste rester sur tous les problèmes remontés. Un troisième rôle pour les ambassadeurs, pour moi, c'est d'établir un lien, de montrer de l'empathie pour et montrer de l'empathie pour les collègues. Donc, les ambassadeurs vont établir un lien avec les collègues et montrer qu'ils réfléchissent avec eux ensemble pour arriver à des solutions. En relation avec leurs collègues, ils dialoguent de manière compréhensive, ils font une preuve de compréhension à l'égard des résistances et ils engagent un vrai dialogue avec leurs collègues. Ce qui est aussi important, c'est d'essayer de trouver des réponses ensemble. Les ambassadeurs ne peuvent pas résoudre tout eux-mêmes, ni le project team quand ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc, ce qui est très important, c'est de chercher, de comprendre les résistances et de trouver des réponses ensemble qui vont marcher pour le business sur le terrain. Donc, l'ambassadeur est vraiment entre l'équipe de projet et les gens sur le terrain. Et un rôle assez important qui est souvent aussi assez challenging pour les ambassadeurs, c'est le fait d'être honnête et d'oser parler vrai. Parfois, les attentes envers les collègues ou la résistance sont également irréalistes. Et dans ce cas, un ambassadeur devrait être en mesure de communiquer honnêtement sur le point et donner un feedback à un collègue quand il est juste, il s'oppose à tout changement, d'aussi oser dire à un collègue, tiens, essaye une fois, viens avec nous et les accompagner au lieu de, à chaque fois, juste commencer à pleurer ensemble avec leurs collègues. En bref, pour résumer, l'ambassadeur joue un rôle essentiel dans la transformation et doit donc être choisi et guidé avec soin. Pas tout le monde est capable de prendre tous ces rôles parce qu'à la fois, il faut comprendre la réalité du terrain, la réalité du business. Il faut être capable de discuter avec ses collègues, de passer des messages du profil de l'équipe de projet, mais aussi ils doivent être à l'écoute. Donc, c'est un rôle extrêmement difficile pour trouver les bonnes personnes. Mais quand ils sont bien choisis, ça vous facilite énormément le travail au niveau du project team parce que du coup, vous avez des alliés, des vrais believers sur le terrain aussi. Dans ce qui suit, je vais présenter brièvement quelques exemples concrets des outils de change qu'on a utilisés. Voilà. Comme je l'ai dit, je reviendrai sur l'exemple du jeu de travail, donc l'Activity-Based Working Game. Ici, c'est un exemple d'un client qui est dans le commerce de détail. Ils ont plus ou moins entre 200 et 250 personnes dans leur head office. Et pour eux, le défi était de transformer leur environnement de travail et de déménager vers un nouveau bâtiment où ils implémentent aussi le FlexDesk qu'ils n'avaient pas encore à l'époque. Ce qu'on fait dans ce workshop, c'est d'expliquer un peu les différents types de lieux de travail, à quoi ressemble le nouvel environnement de travail. Ensuite,
à l'aide des situations réalistes dont je vais vous montrer quelques-uns, nous allons examiner comment les employés réagiraient dans la pratique. Par exemple, des cartes comme la situation ici, vous devez urgemment terminer un travail et vous avez besoin d'1 ou 2 heures de concentration totale. Où vous installez-vous et que faites-vous? Et donc ici, c'est des exemples, des cartes qui font réfléchir les gens, qui leur tirent un peu en dehors de leur situation de confort et qui aident les gens à vraiment se placer déjà dans la situation future et d'imaginer comment ça va être d'être dans la nouvelle situation. Ce format, pour moi, il est amusant et les attentes peuvent être ajustées tout en riant et les membres de l'équipe peuvent aussi se challenger, donner du feedback mutuel par rapport à des comportements qui ne seraient pas désirables dans des situations pareilles. Et puis, ici, c'est un exemple d'une formation ou des sujets qu'on traite dans une formation pour les managers. Dans cette formation, nous nous concentrons sur le nouveau rôle du manager et la nouvelle attitude managériale. Nous faisons un zoom sur 3 sujets importants et cette durée de la formation peut varier entre les clients de 4 heures pour les managers à 2 jours complets où on va vraiment se focaliser sur le détail des soft skills qui sont derrière. Quand on parle des 3 sujets ici, pour moi, le soutien, c'est comment est-ce que le manager peut-il soutenir son équipe dans la transformation? Quelles sont les phases par lesquelles les employés passent? Donc, c'est la courbe de Kubler-Ross, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut guider votre équipe vers un changement réussi? Donc, c'est vraiment focalisé sur la responsabilité du manager dans le trajet de changement. Au niveau de suivi, qu'est-ce qui est important là? Avec une équipe moins soudée physiquement, qui sont moins présents physiquement, la manière dont un manager dirige et suit ses employés doit aussi nécessairement changer. Il doit apprendre l'équilibre entre donner de la confiance et faire le suivi adapté, et il doit adapter son style aux différents besoins des différents membres de son équipe. En outre, nous examinons également le rôle du retour d'information et comment est-ce qu'on passe le feedback entre le manager et les collaborateurs. Et troisième point, c'est dans un environnement hybride, la cohésion de l'équipe est un point de travail important. Ce qui se produisait spontanément avant, quand on était tous au bureau, maintenant ça doit être organisé d'une manière plus organisée ou plus conscient. Des questions comme comment fêtons-nous les anniversaires, quand est-ce qu'on se réunit en équipe, comment organisons-nous les sauvegardes et comment assurons-nous l'assistance de notre client. Ce sont des sujets auxquels on peut discuter dans l'équipe et qui sont vraiment importants à aborder parce que sinon, on risque avec une équipe hybride de s'éloigner et de perdre un peu les contacts entre les différentes personnes dans une équipe. Voilà. Et donc, un dernier slide pour le renforcement, parce que comme je l'ai déjà dit, malgré tous les préparatifs, l'adaptation au changement ne peut réellement commencer qu'avec la mise en œuvre du changement. Souvent, les projets s'arrêtent au moment que l'implémentation est faite, alors que le véritable travail est encore à venir. Les employés ont de vieilles habitudes qui doivent être remplacées par des nouvelles habitudes qui s'adaptent mieux au nouveau environnement de travail. Après tout, si nous faisons comme si rien n'avait changé, nous ne verrons que le côté négatif du changement. Donc, on ne s'adapte pas aux opportunités positives qui sont là. Et donc, moi, j'aime bien utiliser le modèle des habitudes qu'on voit ici en gauche en bas. Ce modèle se concentre sur des petits ajustements qui apportent un changement et qui ont une récompense immédiate. Et du coup, ce modèle te permet de challenger tes habitudes étape par étape
d'en parler, d'en discuter avec des collègues. C'est comme si on voulait perdre du poids et aller courir. C'est pas aussi facile de dire voilà, je vais aller courir 3 fois par semaine et je change tous mes habitudes en même temps. Non, c'est beaucoup plus utile de dire ok, je vais commencer tous les soirs, je prends mes chaussures, je les mets à la porte et peut-être qu'après, j'irai courir. Donc, on se met moins de pression, on crée des petits mini-habitudes pour y aller. Voilà, c'est un bon début. Et avec toutes ces bonnes intentions, la confrontation avec la réalité suit inévitablement et le changement ne se produit pas dans un seul coup. C'est pour ça que j'ai ajouté cette dernière image aussi. La concentration sur l'objectif final doit être maintenue, tandis que la manière d'y parvenir peut toujours changer. Et donc, dans un changement, dans un accompagnement de changement assez complexe, on ne sait pas au début où on va arriver à la fin. Et donc, c'est hyper important de pouvoir s'adapter à tout moment et de continuer à affiner le modèle, la théorie derrière et comment on l'implémente sur le terrain de manière concrète. Et maintenant, avant de repasser à des questions, je pense que Christine va encore nous présenter les facteurs clés du succès pour une transformation. Au passage, je voudrais juste signaler qu'on attend bien entendu vos questions dans le chat, donc à droite, je pense, sur votre écran. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Alors, quels sont les facteurs clés de succès pour accompagner un changement? Donc, il est vraiment important d'avoir un sponsorship, parce que ce type de changement s'inscrit dans une stratégie de l'entreprise et elle doit vraiment être portée par elle. Important également de montrer l'exemple. Donc, les dirigeants sont les premiers à devoir montrer l'exemple. Je me suis retrouvée souvent dans des situations où finalement on nous demande de nous comporter d'une certaine manière et quand le leadership ne le fait pas de lui-même, il est clair que les collaborateurs ne vont pas suivre. Alors, anticiper, planifier, mesurer, réévaluer et ajuster, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est également un facteur clé de succès. Moins on est dans le prévisible, donc plus il est important d'y aller étape par étape, en clarifiant bien à chaque fois les intentions. Ça, Hans l'a expliqué aussi, on ne voit pas toujours la finalité, avançons étape par étape, ça fonctionne toujours beaucoup mieux, on a toujours des petites récompenses au fur et à mesure. S'y prendre assez tôt dans le processus. Souvent, l'accompagnement en changement est pris trop tard. Or, il y a déjà toute une série d'actions que l'on peut mener dès le départ, notamment engager les key stakeholders, travailler avec les agents de changement. Tout ça peut se faire vraiment en amont du projet. Se donner les moyens, ça prend du temps. D'engager les gens, ça prend du temps et il faut se donner les moyens. C'est pas quelque chose qui se fait entre la soupe et les patates, comme je dis. Ensuite, co-créer dans un cadre clair. Donc, faire participer un maximum les collaborateurs, mais dans un cadre clair, avoir une structure quand même qui est prédéfinie. Et c'est à l'intérieur, donc un cadre, et c'est à l'intérieur de ce cadre que l'on joue. Donc voilà, ça ce sont un petit peu quelques facteurs clés de succès pour une transformation dans ce monde hybride. Ou une transition. Une transition, c'est plus doux que transformation. Merci Christine. Donc je vous rappelle que si vous avez des questions, c'est certainement le moment de les poser. Je voudrais revenir au sondage Menti que nous avons fait commençant. Vous voyez à l'écran là les réponses que vous avez données par rapport à ce qui vous paraît prioritaire dans la mise en place du travail hybride. Et ce qui est vraiment intéressant de constater, c'est l'écart avec ce qui est en cours ou en place déjà dans votre organisation. Et on voit que, de manière assez évidente, la politique du travail clairement établie est quelque chose qui est, je dirais, en avance par rapport au reste. C'est ce qui est le plus avancé manifestement. Par contre, l'aménagement des espaces de travail adéquats, l'organisation de la présence au bureau et des nouvelles pratiques, surtout cet axe-là, sont très en décalage entre ce que vous attendriez dans la mise en œuvre
du travail hybride par rapport à ce qui est fait réellement. Donc ça, c'est une première chose importante à constater. Par rapport à l'app Sexy pour réserver les espaces ou des outils de collaboration, je dirais qu'on est relativement proche. Par contre, le dernier sondage rejoint aussi cette notion de transition, transformation, dans la mesure où voilà, mettre en place un nouvel environnement de travail, ça se planifie, ça se budgétise et ça se réalise de manière, je dirais, presque systématique. Par contre, faire évoluer l'organisation, mettre en place un climat et un vrai, je dirais, une vraie atmosphère de confiance, assurer tous les éléments nécessaires à une saine collaboration entre les équipes, c'est des accouchements beaucoup plus longs. Et donc, on est dans le domaine des soft skills. Et c'est, je pense, ce qui explique pourquoi on a vraiment besoin d'un change management soutenu dans ce genre de transition. C'était un peu tout ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si Christine et Hans veulent compléter le commentaire par rapport à ce qui est apparu dans le sondage. On a des questions qui sont arrivées. On va d'abord traiter les questions. Je me dis que ce serait peut-être intéressant. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de grandes surprises dans le sondage. Par rapport au sondage, c'est tout à fait les éléments qu'on ressent, ce qui se vit sur le terrain de manière générale. Donc, il n'y a pas eu de grandes surprises par rapport à ça. Mmh. Alors, une question, est-ce qu'on a déjà eu des demandes par rapport à des départements facilities eux-mêmes? En fait, c'est parfois des départements qui sont les premiers, je dirais, testeurs et les premiers ambassadeurs. Et donc, c'est souvent des bonnes, des bons ambassadeurs, j'allais dire des bonnes victimes, mais dans le bon sens du terme, qui vont pouvoir pratiquer. Ils ont l'avantage, en termes de création de l'adhésion progressive, etc., d'être en général plus convaincus au départ. Et c'est peut-être là qu'il faut centrer le choix, c'est démarrer peut-être avec des entités qui sont plus acquises et enchaîner après vers celles qui sont les plus réticentes. J'aime bien ta positivité, Xavier, mais sur le terrain, je remarque aussi que les services facility management ont aussi tendance à être pas très critiques pour eux-mêmes et que c'est souvent difficile de s'auto-challenger. Et donc, ils sont très bien à mettre des environnements en place qui sont un peu challengeants, innovants pour leurs collègues des autres business, mais pour eux-mêmes, c'est parfois difficile de vraiment se challenger, de voir vers où ils peuvent aller. Et donc, la question de Patrick ici, c'était aussi comment est-ce que les gens du facility management, ils peuvent travailler de manière hybride. Et donc, chez eux, je pense que c'est super important d'être présent pour leurs collègues, pour leurs clients internes, et à la fois, donc, ils doivent commencer à regarder ensemble comment est-ce qu'on garde la disponibilité pour notre client et comment est-ce qu'on peut faire ça en travaillant de manière hybride. Donc, c'est d'abord pour moi toujours comment est-ce qu'on continue à servir notre client et dans ce cadre de service client, qu'est-ce qu'on peut changer, est-ce que c'est possible. Et donc, en général, on trouve toujours une ou deux manières de faire quand même du travail hybride avec des relais, avec des présences sur le terrain. Et donc, mon expérience, c'est que pour une service facilitaire, ça marche assez bien pour être hybride aussi. D'accord. Une autre question porte sur le choix des ambassadeurs. C'est quoi le profil idéal d'un ambassadeur? En fait, la question ici, c'est est-ce que ça peut être une personne externe? Alors, j'aurais tendance à dire il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'interne. Il faut que la personne soit reconnue, en tout cas, par ses pairs. Donc, c'est toujours mieux. Donc, qu'elle comprenne ce qui se vit sur le terrain. Maintenant, quelqu'un d'externe qui est là depuis quelque temps, qui a la confiance des gens du département, peut également jouer ce rôle. Donc, ce n'est pas une réponse toute faite. Donc, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'interne. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment, donc comme Anne l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt le type de personne
qui a vraiment la confiance, qui comprend ce qui se vit sur le terrain, qui a la confiance des collaborateurs, qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, et qui a un mindset assez positif et qui veut aller de l'avant. C'est très important de surtout avoir le sentiment que le changement n'est pas imposé par quelqu'un qui ne comprend pas la réalité du terrain. Et donc, quand on met un externe, souvent, les gens ont un peu une méfiance par rapport à est-ce qu'ils connaissent notre business et ils vont nous imposer un changement avec lequel ils doivent eux-mêmes pas vivre dans le futur. Et donc là, je dirais que oui, effectivement, si c'est un externe qui connaît super bien le métier, qui est respecté, qui connaît les gens du terrain, on pourrait le faire. Mais pour moi, c'est autant plus attrayant si c'est quelqu'un d'interne. Et ça peut être aussi un rôle très reconnaissant et ça peut donner de la reconnaissance à des gens d'être inclus dans un tel changement. Alors, toujours en parlant des ambassadeurs, juste pour l'aligner, c'est comment est-ce que les tâches de ces ambassadeurs doivent être concrètement ajoutées à leur cahier de charges. C'est ce que je disais tout à l'heure avec se donner les moyens. Ce sont des tâches qui prennent du temps. Et donc, effectivement, une personne qui va jouer ce rôle, ça doit faire partie des rôles et responsabilités. Et il y a peut-être un certain nombre d'activités sur lesquelles elle travaillait avant qu'elle ne pourra plus faire et qui devront être données à quelqu'un. Donc, c'est toujours important quand de se donner les moyens, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, ça doit faire partie de son cahier des charges. Ce sera beaucoup plus confortable pour la personne pour pouvoir exercer ce rôle. Merci. Et alors, on a encore une question, deux questions d'ailleurs qui rejoignent le sujet de l'activity-based workspace. La question, c'est est-ce que les gens se déplacent réellement en fonction de leur changement d'activité, ou est-ce qu'ils vont avoir la tentation un peu paresseuse de rester là où ils sont installés pour faire toutes leurs activités de la journée? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend des types de personnes. Moi, j'adore me balader. Donc, moi, j'aime bien prendre mes affaires et bouger parce que ça fait partie de ma personne. J'ai besoin de ce changement-là. Et puis, il y a des gens qui aiment bien être au même endroit. Ils se sentent plus en sécurité, plus sécurisés dans l'endroit dans lequel ils sont. Donc, ça dépend vraiment des types de profils, je pense. Maintenant, c'est vrai que il faut respecter les environnements de travail. Quand on a un espace qui est dédié au silence et que la personne vient parce qu'elle a besoin d'être dans le silence, mais qu'après, il y a une réunion qu'elle doit avoir et qu'elle reste dans cet espace-là, là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct pour les autres personnes qui se trouvent dans l'espace, donc il y a un respect de l'autre. Oui. Et parce qu'on demande justement que quand on est dans un espace silencieux, que ça reste silencieux. Très bien. On va prendre juste une dernière question qui est proche, c'est concernant justement l'activity-based workspace. La question, c'est quel est le rôle de l'open space? Donc, l'open space a souvent été présenté comme le flex, et en fait, tout ça est beaucoup plus sophistiqué, on le sait bien. Mais qu'est-ce qui reste de l'open space dans un contexte hybride où on vient plus au bureau pour se retrouver que pour faire du desk? Comment vous voyez ça? Pour le moment, c'est pas encore super clair parce que tout le monde est face aux défis au même temps et donc il n'y a pas encore des énormes best practices. Pour moi, l'open space, ça a toujours été quelque chose inefficace pour moi parce qu'on entend tout le temps les bruits, on n'est plus à côté de ses collègues. Donc pour moi, c'est important quand même d'ajouter quelque chose à l'espace. Et donc l'activity-based, en plus du open space, ça ajoute l'opportunité aux gens d'aller se placer ailleurs, de s'enfuir un peu du bruit qui est sur le terrain. Et donc, pour moi, le rôle de l'open space, il va changer et ça va devenir un espace de rencontre et les organisations vont commencer à diminuer les surfaces où on travaille de manière individuelle et ils vont agrandir les surfaces de collaboration où, effectivement, là, dans un open space, on va pouvoir mettre des bars à café, des petits points de rencontre, des espaces de coworking où on va rencontrer les gens aussi en dehors de son service. Oui. Et donc, pour moi, l'open space va se déplacer du
open space énorme où on bosse et tout le monde est en train de travailler et tout le monde s'ennuie tout le temps, vers un environnement de rencontre avec, en dehors de ça, un espace de travail individuel. Très bien. Merci beaucoup. Il est 12h01, donc on est, je crois, pratiquement dans les temps. Et je pense qu'on peut conclure ici. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je voudrais remercier Christine et Hans pour leur partage très concret et remercier Charlotte Leflemme, Céline Ferreira et Danae Keller qui étaient en coulisses et qui nous ont aidés à préparer et animer le webinaire. Donc, bonne continuation, bonne journée à tous. Merci et à bientôt. Au revoir.